sommaire de cette édition en République démocratique du Congo, la justice a revu ce mercredi la décision prise la veille de placer en résidence surveillée l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo. La police kenyane a dispersé à coups de gaz lacrymogène ce mercredi une manifestation des étudiants. Ces derniers manifestaient contre la hausse des frais universitaires. Et puis les talibans ont proposé un cessez-le-feu de 3 mois en échange de la libération de 7000 de leurs prisonniers par les autorités afghanes. Merci de nous choisir pour vous informer. Bienvenue à tous. La justice de la République démocratique du Congo a revu ce mercredi la décision prise la veille de placer en résidence surveillée l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo, a informé son avocat. Il est soupçonné de détournement de fonds publics. L'ancien Premier ministre Matata Ponyo Mapon est rentré à son domicile sans être accompagné par des policiers. Le parquet général près la Cour constitutionnelle a décidé mercredi soir de le placer en résidence surveillée, a déclaré maître Lambert Onyemba, son avocat. Dans la journée, l'AFP a consulté un mandat du parquet près la Cour constitutionnelle daté de mardi qui ordonnait que M. Matata soit placé en état d'arrestation provisoire et assigné à résidence à son domicile. Ce dossier est fondamentalement politique. Nous comptons demander sa comparution en homme libre parce qu'il n'y a rien contre lui, avait commenté à l'AFP maître Onyemba. Sa fuite n'est pas à craindre. Pour la suite de l'affaire, il répondra désormais aux invitations du parquet en homme libre, a indiqué un magistrat sous couvert d'anonymat. La justice reproche à l'ancien Premier ministre d'avoir payé plus de 110 millions de dollars à des créanciers fictifs, victimes de la zaïrianisation des entreprises étrangères lorsqu'il était au gouvernement. Ce qui est faux, avance son avocat. La zaïrianisation est une mesure d'expropriation sans indemnité d'entrepreneurs étrangers décidée dès 1973 par l'ancien dictateur Mobutu Sese Seko. Aujourd'hui sénateur, Matata fut ministre des Finances de 2010 à 2012 et Premier ministre de 2012 à 2016 sous le mandat de l'ex-président Joseph Kabila. Les sénateurs congolais s'étaient prononcés contre des poursuites visant M. Matata dans une première affaire. Mais le 5 juillet, 6 membres du bureau du Sénat ont consenti à une demande du procureur près la Cour constitutionnelle de lever l'immunité parlementaire du sénateur Matata Ponyo. Non contents de la hausse des frais universitaires à Nairobi, des étudiants manifestaient ce mercredi. Face à eux, la police kenyane qui les a dispersés à coups de gaz lacrymogène, selon des témoins. Les heurts ont éclaté lorsque des étudiants en médecine de l'université ont barré des routes de la capitale et lancé des pierres sur les voitures, selon les mêmes sources. La police a répliqué par des tirs de gaz lacrymogène et des interpellations dont le nombre n'était pas connu dans l'immédiat. La manifestation a été organisée à la suite de la décision de l'université d'augmenter les frais demandés aux étudiants pour combler un déficit dû à une baisse des inscriptions. Les étudiants de ce pays d'Afrique de l'Est dénoncent déjà des frais d'inscription jugés prohibitifs pour les plus pauvres d'entre eux. Est-ce que ce n'est pas de la folie, a déclaré à l'AFP Martin Dungu, un étudiant en médecine. En ce temps de Covid, où l'économie est sinistrée, où pouvons-nous trouver autant d'argent, s'est-il interrogé. L'université a assuré que cette augmentation avait été décidée depuis longtemps et n'affecterait pas les étudiants actuels. Un appel à la paix par ces temps de violence en Afrique du Sud. Le roi Zoulou a appelé ce mercredi au retour au calme dans ce pays où pillages et incendies se multiplient depuis près d'une semaine. J'appelle à la paix, a déclaré Misuzulu Zulu à la télévision publique. Ces violences ont apporté une grande honte sur nous tous, a-t-il ajouté, soulignant que ce chaos détruit l'économie et ce sont les pauvres qui vont souffrir le plus. Les premiers incidents ont eu lieu en pays zoulou à l'Est, où l'ancien président Jacob Zuma, Zoulou lui-même, a été incarcéré la semaine dernière après une condamnation pour outrage à la justice.
La violence s'est ensuite propagée à l'agglomération de Johannesburg. Je demande à la nation zoulou d'arrêter tout pillage, a déclaré le jeune roi de 46 ans qui a succédé à son père décédé en mars. Nous sommes les témoins d'une vague terrifiante qui a déferlé sur le KwaZulu-Natal à l'est et sur l'ensemble du pays. Je crois que cela donne l'image d'un peuple qui a perdu sa dignité, a-t-il regretté, dans un discours alternant entre zoulou et anglais, évoquant un contexte de chômage et de pauvreté. Le peuple de mon père est en train de se suicider, a ajouté le jeune roi, qui règne symboliquement sur près de 12 millions de Zoulous, l'ethnie majoritaire dans ce pays de 59 millions d'habitants. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, et son homologue burundais Évariste Ndayishimiye ont exprimé mardi leur volonté de coopérer en matière de sécurité. C'est dans le cadre d'une visite de 3 jours de Ndayishimiye à Kinshasa. Tshisekedi et Ndayishimiye se sont entretenus mardi à huis clos pendant 2 heures avant d'assister à la signature de 4 accords bilatéraux, dont un portant sur la construction d'une voie ferrée reliant les 2 pays. Nous voulons éradiquer les forces négatives qui menacent l'intégrité de la RDC et du Burundi, a déclaré le président Ndayishimiye lors d'une conférence de presse conjointe en allusion aux rebelles burundais. En octobre 2020, l'armée congolaise avait annoncé avoir délogé de leur base du Sud Kivu, dans l'est de la RDC, des Forces nationales de libération du Burundi, FNL, principale rébellion burundaise. Elle avait alors indiqué avoir lancé des opérations d'envergure contre 3 groupes rebelles burundais, les FNL, le Conseil national pour le renouveau et la démocratie CNRD, et Red Tabara, qui a revendiqué plusieurs attaques au Burundi, ayant fait en septembre des dizaines de morts parmi les forces de sécurité burundaises. Dans la région, la RDC entretient des relations plus apaisées avec le Burundi qu'avec 2 de ses autres voisins orientaux, le Rwanda et l'Ouganda notamment. Kinshasa accuse ces 2 pays de tentatives de déstabilisation. Kigali et Kampala lui reprochent pour leur part de laisser son territoire servi de base arrière à des milices hostiles à leurs régimes respectifs. Sur le plan sous-régional, le président burundais a apporté son soutien à la candidature de la RDC à la communauté des États d'Afrique de l'Est. Félix Tshisekedi, pour sa part, a annoncé qu'il soutient la candidature du Burundi à la communauté de développement de l'Afrique australe. Hors du continent africain, les talibans ont proposé un cessez-le-feu de 3 mois en échange de la libération de 7000 de leurs prisonniers par les autorités afghanes. C'est ce qu'a indiqué ce jeudi un membre de l'équipe gouvernementale de négociation avec les rebelles. Nader Naderi, un membre de l'équipe gouvernementale de négociation avec les rebelles, a déclaré à la presse que les talibans proposent 3 mois de cessez-le-feu contre la libération de 7000 prisonniers. C'est une exigence considérable, a-t-il affirmé, ajoutant que les talibans demandaient également que les noms des dirigeants du mouvement soient retirés d'une liste noire de l'ONU. Sans se prononcer sur la suite donnée à cette offre, Nader Naderi a souligné que la précédente libération de 5000 d'entre eux l'an dernier, qui était la condition posée à l'ouverture des pourparlers inter-afghans, avait déjà été une exigence difficile à remplir et qu'ensuite, la violence n'avait pas cessé et s'était au contraire accrue. Interrogés au sujet de cette offre, les talibans n'ont pas répondu dans l'immédiat. Depuis qu'ils ont commencé en septembre à Doha, la capitale du Qatar, les pourparlers entre le gouvernement afghan et les rebelles sont au point mort. Les talibans se sont emparés ces 2 derniers mois d'importantes portions rurales du territoire afghan à la faveur d'une offensive lancée parallèlement au retrait définitif des troupes étrangères d'Afghanistan, entamée début mai et prévue pour s'achever d'ici fin août. Et puis la France a demandé ce mardi à tous ses ressortissants de quitter l'Afghanistan, invoquant des raisons sécuritaires. C'est ce qu'a indiqué son ambassade à Kaboul, alors que les talibans poursuivent une offensive foudroyante, pendant que les forces étrangères achèvent le retrait de leurs troupes. Suivons l'ambassadeur de France en Afghanistan pour plus de précisions. Malheureusement, nous constatons que les talibans progressent dans le pays. Ils se rapprochent des grandes villes d'Afghanistan et nous voulons donc nous assurer que nos citoyens ne courent aucun risque.
Nous avons demandé aux Français de se préparer à quitter l'Afghanistan il y a déjà 2 mois, car nous pouvions voir la situation se détériorer et, malgré toute la planification que nous pouvions faire, nous savions que le seul point de sortie restant était l'aéroport international de Karzai à Kaboul. Donc, avec un seul point de sortie et une situation qui pourrait encore se détériorer à court terme, nous voulons nous assurer que tous nos citoyens sont protégés et en sécurité. C'est pourquoi les autorités françaises ont organisé un avion spécial qui quittera Kaboul le 17 juillet avec des citoyens français et tous les citoyens européens intéressés. Ce qui est également très inquiétant, ce sont les rapports que nous avons des zones contrôlées par les talibans. Et ce que nous apprenons est absolument inacceptable. Ils continuent à tuer, ils continuent à réprimer les droits humains des femmes et des filles. Ils continuent à essayer de détruire les médias, publics et privés. Voilà qui vient mettre un terme à cette édition que je vous remercie d'avoir suivi.